stop. Something to Est-ce que j'ai du micro? Oyez, oyez! Chut. Damoiselles et damoiseaux! Normalement, là, il y a des applauses. Bonsoir à tous! Troubadour, faites rugir les trompettes, les tambours, et ensuite, chut, faites silence pour écouter cette histoire. Prêtez-moi donc votre oreille pour ouïr ce conte sans pareil du 11e gala des directeurs de l'expérience client. Ouais, non, mais... Vous applaudissez, mais je ne sais pas ce que c'est que ce Beans. Qu'est-ce qui m'a foutu un truc pareil? Tu parles de nouvelles technologies. Vous voyez, ce rouleau, ça me fait penser, vous savez, on a tous vécu ça, quand on s'inscrit sur un site internet d'une marque, vous savez, ils vous demandent votre année de naissance. Vous savez, vous avez un bandeau déroulant où il faut mettre le jour, le mois et l'année de naissance. Ouais, ben moi, je suis obligé de descendre ma souris jusqu'au sol pour trouver mon année de naissance, donc c'est pas cool du tout, je peux vous le dire. Alors, pour envoyer un message, utilisez Oiseau, ancêtre de WhatsApp. Pour transmettre votre récit, utilisez un nuage de fumée, ancêtre du cloud, bien sûr. Super, ça va aller vite, tout ça. Bon, Daniel, je ne vais pas m'en sortir. Où es-tu? Viens me donner un coup de main, je t'en prie. Salut Daniel, on peut l'applaudir. Comment ça va? Ça va bien. Mais c'est quoi ce papyrus? C'est quoi ce papyrus là que tu nous fais là? Ben, je sais pas, j'ai voulu être plus écologique, du papier, rétablir le lien avec les autres, être plus humain en fait. Ouais, c'est vrai, c'est le thème de la soirée quelque part. Mais tu sais que l'être humain aujourd'hui, on peut être à l'écoute des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Hein. Tu sais que oui. Ça avance. Oui, c'est pas une raison pour souligner que mon intelligence est complètement artificielle. Je sais, c'est pas très sympa. Alors moi, je lisais Libé, maintenant il faut que je me mette à l'IA. C'est compliqué pour moi, tu vois. Bon, écoute, alors je vais te montrer un nouvel outil qui va arriver pour moi, qui va me servir, tu vas voir. C'est-à-dire Je prends mes lunettes. Ah. Technologique. Technologie. Dernière voilà. Technologie, dis donc. C'est très simple, tu vois, j'ai mes lunettes 3D. Là, je vois tout. J'ai tous mes dossiers, ici, situés ici. Nice, Genesis, SP2C. Ah, voilà. Là, j'ai mon texte, tu vois, je le mets ici. Et voilà, tu vois, il est là. Et maintenant, je peux lire mon texte. Tout simplement. Mon discours, tout simplement. Incroyable. Voilà. Bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour ce 11e gala des directeurs de l'expérience client. Cet événement est là pour vous. Vous qui êtes en charge de l'expérience client de votre entreprise, partenaire, institution, association, blogueurs, syndicats, influenceurs, bref, vous qui investissez votre temps et votre énergie dans cet univers si incroyable qu'est l'expérience client, qui est constamment en évolution, parfois impitoyable, mais tellement passionnant. Alors encore, merci à vous tous d'être présents pour ce gala et merci pour tout ce que vous faites pour cet univers, enfin que dis-je, plutôt cette filière de l'expérience client. Voilà. Tu vois ? Applaudissements. C'est incroyable comme technologie. La nouvelle technologie, on ne peut plus s'en passer. Tu vois, c'est un peu comme ton téléphone. C'est des choses qu'on ne peut plus s'en passer. Mon portable? Oui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ton portable, tu es un peu comme Tom Hanks dans Seul au monde. Hein. On n'oublie pas son portable, les gens le savent. Hein. D'ailleurs, tu n'entends jamais parler d'un portable perdu sur l'autoroute. Par contre, des enfants, ça oui. Non, mais franchement, tu oublies ton portable pendant 1 heure, tu meurs. Tu oublies ton enfant pendant 1 heure, tu revis. Hein, quand même. Ouais, alors ça, c'est une vision bien particulière. Bon, ouais, peut-être lancer le gala.
Freed from desire. Non, parce que Gala, ça me... Oui, la je sais, chanteuse. comme D'accord, ok, très bien. Alors, dans quelques instants, on va vous révéler les résultats de notre étude sur le lien au cœur de la transformation de l'expérience client, présentée par Eric Lestanguet, conseiller éditorial d'Anews Expérience Client, votre média, en compagnie de nos experts partenaires. Je continue avec la nouvelle technologie. Mais pour ouvrir ce 11e gala, ben oui, ça nous rappelle la victoire à l'Euro 2016. Alors pour lancer la 11e édition du gala des directeurs de l'expérience client, notre Didier Deschamps à nous, Michael Léjard. Vas-y. Pas si. T'es complètement taré. Hein. Le mec est fou. Bon, et on adore ça. Bon. Bienvenue à toutes et à tous, effectivement, pour cette 11e édition du Gala des directeurs de relations clients. Je vais vous faire quelques mots sur Agora Manager Group. Ça me semble important, en tout cas, on est très fiers. Historique, pardonnez-moi. Naissance en 2005. On n'est pas loin des 20 ans, bientôt. Ce sera en 2025. On vous réservera des surprises. Naissance du réseau Agora, avec 14 communautés sur 10 régions en France. C'est 2500 salariés, un des premiers réseaux de networking en France, transversal, qui correspond donc à ces 14 métiers d'entreprise, de managers, dont l'Agora des directeurs de la relation client. Entreprise de plus de 500 salariés, je le répète, entreprise publique et privée. L'objectif, c'était et c'est de mutualiser les compétences et de s'entraider. En 2012, la naissance des grandes soirées de gala qui honorent la fonction, votre fonction d'entreprise, notamment là, les directeurs de la relation et de l'expérience client. Aujourd'hui, on est très fiers de cette 11e édition qui est avec Alexandre et Daniel est bien partie, j'ai l'impression. En 2019, naissance d'Agora Média, donc éditeur de presse avec 5 médias d'information. On reviendra tout à l'heure avec le Média News Expérience Client. C'est 3 plateaux télé. On vous invite tous à venir, avenue de la Grande Armée. Et un très beau... Pas en même temps. Hein. Ouais, pas en même temps. Un très beau lunch meeting business qui permet à la fois, encore une fois, de mutualiser les compétences, de faire de l'hybridation et tout ça en convivialité. Et puis là, en 2024, on a lancé les premiers... Média Training avec Alexandre et d'autres journalistes, Média Training et puis gestion de crise. Et puis aussi, un autre point, ça va arriver le 21 juin, les premières formations en e-learning. Et là, c'est associé avec Dauphine. Ça sera dans l'univers de la supply chain, mais bien sûr, il y aura dans les autres univers. Alors, à venir aussi dans cette année, bientôt, dans quelques semaines, une nouvelle identité visuelle, Agora Manager Group, qui sera dévoilée à partir du 21-22 juin dans ces eaux-là, qui permettra de mieux identifier l'univers d'Agora Manager Group. Je rappelle qu'Agora Manager Group est un groupe de networking, d'information B2B et bien sûr aussi aujourd'hui de formation. Un point essentiel, je voudrais remercier vraiment, et vous avez vu pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'essaye de le faire et d'accentuer ça, c'est un grand merci. Et immense merci aux collaborateurs d'Agora Manager Group. Ils sont 34 aujourd'hui. Il y a Daniel notamment, et toutes les équipes de production, de technique, le back-office que vous ne voyez pas tous les jours. Et ils gèrent, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez, et ça me semble important de les remercier. C'est 2300 membres tout au long de l'année, 350 rendez-vous et soirées club, 150 workshops et dîners VIP. Bien sûr, il y a les 5 médias avec ses 160 000 abonnés et 2000 émissions et reportages qui sont réalisés chaque année. Ben, voyez-vous, mesdames et messieurs, moi je suis fier de ces 34 collaborateurs parce qu'ils défendent cette idée sociétale qu'est Agora Manager, et je vais le dire, qui est une devise républicaine, la fraternité. L'idée de servir les autres, pour les autres, avec passion et générosité. Merci à eux et merci à vous d'être là. Merci Michael. Merci Michael. Il est temps maintenant de vous révéler les résultats de notre étude sur le lien au cœur de la transformation de l'expérience client et c'est présenté par Eric Lestanguet que je vous demande d'applaudir. Merci pour lui. Bonsoir Eric. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Daniel et Eric, vous allez faire un joli duo. Alors Daniel, est-ce qu'ils ont été nombreux à avoir répondu à l'appel de cette étude? Ils ont été très nombreux à répondre à cette étude. Merci en tout cas à tout le monde. Alors, comme l'an dernier, en fait, on a fait un sondage, une étude en tout cas, pour essayer de mieux éclairer le sujet que nous allons voir ce soir. Alors Eric, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est plutôt une bonne habitude qu'on a prise. Alors pas depuis 11 ans, hein, mais ça date effectivement de l'année dernière, pour nourrir les débats, pour alimenter aussi la table ronde qu'on va avoir derrière. On a posé quelques questions aux éminents professionnels de l'expérience client dont vous êtes. Et effectivement, ça a été un gros succès, un très gros succès, parce qu'on a doublé en gros les résultats en nombre d'avis par rapport à l'année précédente. On a plus de 1200 avis qui ont été donnés en l'espace de 3 semaines. Donc, superbe retour. Et je crois que vous pouvez vous applaudir parce que beaucoup d'entre vous, effectivement, ont participé à cette enquête. Bravo. Alors, comme l'an passé, on va s'appuyer sur des experts pour commenter, analyser, parce qu'on a fait des synthèses. On ne va pas vous livrer, en gros, chacun des 1200 avis ou retours qui ont été faits. Donc, pour ça, je vais appeler 2 experts éminents. Alors, je vais ouvrir mon petit papier. On dirait le carnet d'Aimé Jacquet, dis donc. Oui, tout à fait. Ah, Aimé Jacquet, c'est un peu ancien quand même. 98. Oui, ça date un petit peu. Alors, première experte, c'est Claudine Cherfan, vice-présidente France et North and West Africa chez Genesis. On l'applaudit. Merci Claudine. Mettez-vous bien au centre. Il y a des... Avancez-vous un tout petit peu. Bonsoir Claudine, bienvenue. Voilà, c'est parfait, c'est la meilleure place. Merci Claudine. Deuxième expert, c'est Benoît Richard, qui nous vient de Nice, qui est Sales Strategic Accounts. Bonsoir Benoît. Voilà, 2 experts pour 1200 retours. Daniel, on peut commencer. C'est à toi. Vas-y. Première question, Eric, qui concerne sur le thème justement qu'on va aborder ce soir sur la table ronde, c'est quels sont les liens qu'il faudra renouer en priorité pour impacter positivement votre performance. Alors, les résultats s'affichent. Voilà, donc 6 questions. Et la première question, qui est un peu effectivement générale et en lien, si j'ose dire, avec le thème de la soirée. Ce qui est assez étonnant dans les réponses qui nous sont données, mais on va voir qu'on va le retrouver sur les 5 autres questions, c'est que vous avez, l'ensemble des professionnels ont mis effectivement en lumière et en priorité surtout des sujets RH, autour de l'autonomie des équipes, des relations humaines et de la digitalisation, et puis derrière des défis importants, et le plus important qu'on ait quasiment historiquement, entre la personnalisation et le traitement de masse. C'est des choses effectivement qui peuvent être un peu contradictoires, et c'est un sujet qui vous occupe et qui vous préoccupe. Et puis derrière, un marronnier, si j'ose dire, c'est-à-dire comment relier cette fracture quelque part qu'il y a entre les indicateurs métiers et les KPI financiers. On sait qu'aujourd'hui, comme hier, on est vraiment soumis à un effort colossal à faire pour réduire les coûts. Et donc, ces éléments de coût de gestion sont déterminants et importants pour les gens qui sont dans cette salle. Merci Eric. On va passer à la deuxième question, qui était autour de l'apport de l'IA dans le renforcement de ces liens. Alors, dans quel domaine l'intelligence artificielle permet-elle de créer un lien fort et durable entre l'entreprise et la marque? Alors, avec des réponses qui font écho, Claudine Cherfan de Genesis. Alors, que vous inspirent ces résultats? Ce que ces résultats m'inspirent, c'est qu'ils sont très écrasés. En fait, il n'y a rien qui sort plus particulièrement. Et donc, en fait, il y a des sujets d'efficacité, comme l'automatisation, et ça, on voit à peu près bien. Des sujets récurrents, comme la personnalisation, les sentiments, mais finalement, tout est complètement, les intentions, tout est complètement écrasé. Donc, nous, ce qu'on en ressort de ça, c'est qu'on est en mode prospectif tous. Il y a des évidences qui sont imposées, comme l'automatisation. D'accord. Et on est en train de se demander comment on va utilement pouvoir manipuler le reste. Et il y avait un partenaire spécialisé dans l'intelligence artificielle qui faisait une remarque judicieuse. Il disait, il y a quelques années, pour faire une analyse de sentiments, une analyse d'intention, c'était un magnifique programme de 1 an. Il fallait aller chercher du budget, et puis ça mettait 6 mois, etc. Et là, la facilité à manipuler, à modéliser en quelques jours, quelques semaines,
fait qu'il ne faut pas hésiter à tester, à essayer des choses. Et donc, je dirais, c'est encore une question ouverte où ça ne s'est pas encore cristallisé. Merci Claudine. Alors nous allons poursuivre aussi vers une autre question de la façon d'intégrer les nouvelles solutions dans une démarche de transformation. Alors la question numéro 3, c'est vous constatez que vos clients réclament un nouveau type de canal de communication que vos solutions actuelles ne peuvent pas supporter. Quel niveau de transformation êtes-vous prêt à mettre en œuvre? Alors là, ce sont des résultats plutôt tranchés. Benoît de Nice. Alors comment on interprète ça? Oui, ça c'est particulièrement tranché. Je vais commencer par vous dire que c'est globalement aussi la problématique récurrente qu'on a vue globalement depuis que l'email existe en tant que canal de la relation client, intégrer un nouveau canal parce que les demandes des clients, les vôtres, de vos clients, sont là pour demander un accès différent. Vous vous retrouvez donc dans la difficulté à comment est-ce que je fais pour intégrer. Et c'est là que les 59% sont intéressants parce qu'eux, ils sont là pour s'adapter. Ils répondent en s'adaptant. Ce qui nous a paru finalement être une activité opérationnelle et courante de vouloir s'adapter, et ce qui est bien, de vouloir s'adapter à une demande du client. Et là, il y a un écueil. Il y a un écueil parce que c'est une attention qu'il faut avoir sur pourquoi est-ce que j'intégrerais une solution ponctuelle pour traiter une nouvelle demande, en l'occurrence un nouveau canal, qui va faire sûrement un empilement par rapport à ce qui a déjà été intégré par le passé, et comment je vais faire pour la maintenir, et comment je vais faire pour en tirer du reporting qui soit cohérent par rapport au reste. Donc attention à messieurs et dames du 59%, vous avez là aussi une possibilité peut-être de trouver des difficultés au bout du chemin. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est de voir ces 28% qui veulent transformer complètement et mettre en place une solution plus pérenne, etc. Nous avons vu que c'est d'actualité. C'est exactement ce pourquoi nous sommes tous vendeurs de technologies contactés par vous-même. C'est parce que vous vous retrouvez là dans une situation où vous avez empilé parfois des solutions différentes, et également vous vous retrouvez devant une rupture technologique, parce qu'il faut bien en parler aujourd'hui, malgré qu'on veuille relier les organisations, il y a de l'intelligence artificielle quelque part. Donc cette rupture technologique doublée de cet empilement de solutions qui a pu avoir lieu par les années et les années, fait que ce 28%, il est là aussi pour transformer. Et cette rupture technologique, c'est peut-être le moment de le faire. Voilà. Il y a peut-être un moment. Ok. Merci Benoît. Alors on va continuer sur les priorités autour des solutions technologiques, forcément. Alors la quatrième question était parmi les choix suivants, lesquels vous semblent prioritaires pour créer un écosystème performant et ainsi augmenter l'efficacité opérationnelle? Alors Claudine, est-ce qu'il y a des surprises dans cette réponse? Il n'y a pas de surprise, et pour le coup, on voit les deux pointes sur le knowledge et puis le copilote. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus clair. Le knowledge, maintenant qu'il y a l'IA générative, on est capable de décliner des variations, on est capable de mettre en avant certains sujets plutôt que d'autres, et qui n'a pas sa réflexion autour du knowledge, intégrer ça. Alors, des fois, c'est j'ai un vieux système chez moi, et voilà, et des fois, c'est des réflexions entre donneurs d'ordre et prestataires. Et comment je fais passer l'information dynamiquement de l'un à l'autre. Donc là, ça bourdonne de grands chantiers partout, il y en a partout. Et puis sur la partie copilote, alors ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est le summary, en fait, donc, où on n'oublie pas un point important, on va beaucoup plus vite, j'ai plus qu'à relire, je coche. Et donc là, pareil, une summary, oui, absolument, et de base, lequel? Nous, on en a un bien, donc n'hésitez pas. Et puis après, vous avez d'autres sujets sur la Next Best Action qui vont être revisités. Et donc, c'est les évolutions sur ces choses-là. Ensuite, vous avez les locaux de l'étape, l'intégration plus financière et l'orchestration. Ça, c'est des sujets qui sont là depuis 20 ans, qu'on revisite parce qu'on a plus de moyens. Donc je dirais on continue sur tout petit sur l'analyse du sentiment, tout petit. Ça intéresse tout le monde, mais avec un peu plus de prudence, et c'est pas la première étape. La première étape, c'est déjà poser le knowledge et summary, c'est bien en phase avec ce qu'on voit là, et puis les intentions, etc. Merci Claudine. Alors revenons maintenant sur l'IA toujours, et au cœur de la relation client-conseiller. Alors sur la 5e question,
Dans quel domaine prioritaire allez-vous intégrer l'IA à court terme pour optimiser l'expérience client et agent? Voilà, pour le coup, pareil, un autre résultat très clair et net, Benoît. En effet, encore des 59%. Mais je voudrais commenter le 19%. Parce que l'IA pour l'engagement des clients sur le web, seulement 19% quand nous avons vu les résultats. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que cette question, elle était probablement adressée à vous tous, directeurs d'expérience client et de relations clients. Donc c'est un peu logique parce que vous avez aussi peut-être des marketeurs à qui on poserait la question et eux, probablement, qui diraient plus favorablement d'aller mettre de l'IA pour l'engagement client. Donc je pense que les 19% sont plutôt des 59% chez les directeurs relations clients et un 19% qui aurait pu augmenter si la population de marketeurs ou marketeurs web avait été interrogée. Juste une information que je voulais vous communiquer quand on a vu les stats aussi sur ce 19%, c'est que dans la relation client que vous avez, en général, et le volume de contacts que ça représente, eh ben, il y en a justement 19% qui arrivent sur vos centres de relations clients. Ce qui veut dire de l'autre côté qu'il y en a 81% qui n'y vont pas forcément et qui sont résolus avant. Cette étude elle a été faite par NICE et ça montre un truc intéressant, c'est que l'engagement avec les clients, il peut se faire ailleurs, pas forcément sur les centres de relations clients. Ce qui veut dire aussi ce serait peut-être pas mal qu'on aille voir avant les centres de relations clients, dans l'engagement qu'il y a eu avant, si peut-être il y avait des axes d'amélioration à avoir et notamment de fournir les bons contenus aux bonnes personnes et dans un bon contexte d'espace client par exemple. Donc ce 19% peut être à creuser. Alors évidemment, le 59%, il est marquant parce que, comme je disais, je pense que la question est adressée à vous tous dans le monde de l'expérience client, dans le management de l'expérience client. Et ce qu'il représente dans notre compréhension, c'est qu'il représente finalement le chiffre sur la prise de conscience qu'il y a eu à partir des confinements, tout le monde à domicile, mais il va bien falloir travailler quand même. Donc outiller les collaborateurs. Et outiller les collaborateurs, mais c'est aujourd'hui aussi avec la rupture technologique de l'IA. Donc comment est-ce que je fais pour mieux outiller mes collaborateurs qui vont pouvoir être plus en responsabilité pour travailler et plus sereins aussi pour le faire. Donc nous, ce que l'on promeut, et ce sera une occasion de discussion plus tard, c'est que cette IA elle va être là en coaching supporter de vos conseillers et pour aller proposer du contenu à vos conseillers en cours de conversation, pour aller proposer des réponses en cours d'un chat, pour aller mesurer l'intention et la satisfaction client en cours de route, dans le temps réel. Eh bien, tout ça, ce sont des supports pour vos conseillers, pour les mettre en bonne responsabilité, pour correctement traiter toutes ces interactions. Très bien. Merci Benoît. Eric, pour la dernière question. En fait, nous terminons cette enquête par une question qui est aussi autour des marques. Tout à fait. Effectivement, qui prennent le mieux en compte. Donc, on a un petit nuage de marques qui va apparaître ici. Voilà. Voilà, donc la question, c'était d'aller chercher effectivement pour vous les marques qui prenaient le plus en charge, en gros, ces liens qu'il y a entre métiers, financiers, digital, humain, technologie et autres. Et donc, on a fait un nuage, mais on aurait pu faire un cumulonimbus, le plus gros nuage qui existe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez cité 75 marques. Alors, c'est pas rien. On n'a pas pu mettre les 75 ici, mais on pense que bon nombre d'entre vous, vous allez vous retrouver effectivement dans déjà ce petit nuage. Alors, 75 marques citées, mais tout le monde n'a pas été cité de la même manière. Et c'est pour ça qu'on a un dernier petit podium à vous proposer qui va suivre. Il va suivre, le voilà. Alors là, on peut mettre 1, 2 et 3. Ça va apparaître. Voilà. Alors, le premier, c'est Amazon, qui a été cité. Donc, il n'est pas tout à fait franco-français, mais en tout cas, vous l'avez cité. Et en première position, de loin, quand même, par rapport aux autres. Deuxième position, Decathlon. Decathlon apparaissait déjà l'an dernier sur le thème dont vous vous rappelez sans doute. Au-delà du AK, je pense que vous vous rappelez du thème de l'année précédente. Qui s'en rappelle ? Personne. C'était le consommateur. Eh bien, Decathlon était aussi sur le podium. Et puis, il y a un petit dernier, pas trop franco-français non plus, c'est Apple. Alors, sachant que Apple est talonné par pas mal de marques ici présentes, donc je vais quand même
les nommer. On trouve Orange, on trouve Massif, on trouve LVMH, on trouve L'Oréal, SNCF, Carrefour, ou encore Renault qui est en embuscade. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de citations entre le troisième et puis les marques, les enseignes que je viens de citer. Alors pour conclure et pour laisser la place à notre table ronde, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude et des choses qu'on n'a pas vues, notamment autour des verbatims, c'est très riche et je pense que l'Agora continuera à travailler et à vous faire profiter de cette étude dans l'année qui vient. Je pense qu'il y a 3 points qu'on peut retenir. Le premier, c'est le grand besoin de travailler sur les silos pour qu'il y ait plus d'énergie et d'efficacité dans nos entreprises. Benoît, il faisait référence autour de l'empilement, la volonté de transformer sans rajouter des nouvelles couches, parce que derrière les empilements, il y a des solutions qui sont utilisées peut-être à 20 ou 30%, et on en rajoute une nouvelle, donc un vrai travail là-dessus, et tu as raison d'insister sur le sujet. Et puis, dernier, vous en avez parlé notamment Claudine, l'IA, l'espoir que l'IA soit un outil qui aide à nouer ou à renouer les fils de l'efficacité dans l'entreprise. Et j'ai envie de dire, vraiment pour conclure, qu'on est en train de passer, il y a quelques années, on parlait beaucoup d'expérience client ou de relations clients sans couture. C'était un peu le mantra. Eh bien, on est passé aujourd'hui d'une relation client ou d'un espoir d'une expérience client sans fracture. Et je pense que ça va y participer. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Merci Eric, merci Claudine Cherfan de Genesis, merci Benoît Richard de Nice, merci en tout cas pour vos éclairages et votre avis d'expert. Merci 1000 fois pour cette étude et ces résultats, c'était passionnant. On va dans quelques instants, moi j'ai un petit problème de micro, mais peut-être Carglass va venir me remplacer ça. Dans quelques instants, on va passer au thème du gala, relier ce qui dissocie pour transformer l'expérience client, être plus humain, plus proche de ses clients, bien sûr, faire fi des différences, de nos différences, savoir se rendre disponible, à l'écoute pour répondre à ces attentes. Bonsoir messieurs. Un des beaux exemples qu'on a sûrement tous... Est-ce que j'ai le micro? Ah oui, d'accord. Je ne vais pas avoir la voix qui porte. Si on peut m'apporter un petit scotch, un petit truc, un petit technicien, on va le faire en direct, c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Alors, un des beaux exemples qu'on a tous vécu, l'autre jour, j'ai dû aller acheter des vis dans un magasin de bricolage. Voyez, donc j'ai passé quand même 10 minutes dans les 35 rayons de vis, et je suis pas très bricolo moi, donc je m'y retrouvais pas du tout, donc j'ai essayé chercher un vendeur qui était déjà en main avec un client, suivi par 2 autres clients qui voulaient aussi des conseils. Alors pour pas qu'on me pique ma place, bien évidemment, j'ai fait comme les 2 autres, je l'ai suivi dans les rayons. Donc on était 3 clients à suivre le client qui suivait le vendeur dans les rayons, vous voyez. Et au bout de 5 minutes, on était 13 quand même. Ça fait un petit peu la chenille. Mais en tout état de cause, on va y arriver. On le fait en direct, c'est pas grave. Je vais m'immobiliser, je n'ai plus de son. Alors je vais parler très fort. Mais ce conseiller dans ce magasin, merci 1000 fois, de bricolage a su parfaitement comprendre mes besoins et me trouver la solution alors que je ne savais pas vraiment lui expliquer de façon claire ce dont j'avais besoin. Et c'est aussi ça, la reliance, qui a transformé mon expérience client. Mais on va voir que c'est aussi beaucoup d'autres choses. Dans un monde où les crises se bousculent, où les risques sont de plus en plus prégnants, où l'individualisme trône dans le quotidien avec comme exutoire des réseaux sociaux sous le masque de l'anonymat. Comment rassembler, unir nos différences pour que nos métiers retrouvent des valeurs universelles, j'ai perdu une oreille, au service de l'autre et donc des clients. Vaste programme, comme aurait dit le général. Eh bien, pour concevoir ce plan de bataille, pour rassembler nos forces et nos différences, nos 3 généraux ce soir sont la responsable groupe Expérience Client et Partenariat d'Europe Assistance, inventeur du concept d'assistance qui accompagne ses clients dans plus de 200 pays et territoires grâce à un réseau de 750 000 partenaires agréés et 57 centres d'assistance. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Federica Quadri, mesdames et messieurs. Bonsoir Federica. On va bien évidemment apporter des micros pour nos amis qui ne pourront pas parler aussi fort que moi.
Deuxième invité pour cette table ronde, VIP, le directeur général délégué du groupe April, leader du courtage grossiste en France avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires, également leader de l'assurance santé expatriée avec plus de 150 000 assurés dans le monde entier. Applaudissements pour Sébastien Limousin. Et pour clôturer, pour finaliser cette Dream Team, le président du groupe Les Temps Nouveaux et de l'Institut de sondage Via Voice, François Mickey Marty. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous interviewer, Frédérica et Sébastien. Assurance et mutuelle étaient peu présentes dans ce nuage de marques qui prennent le mieux en compte les sujets des liens à nouer ou à renouer dans la conduite de leur transformation. Qu'est-ce que ça vous inspire au niveau de ces marques citées? Collez bien le micro près de et tout est allumé, tout est OK. Je pense que tous les Collez sujets... bien le micro, plus près de Ouais, okay. Au plus près. Vous entendez déjà? Ouais, Désolée pour mon français, j'espère que tout le monde va comprendre. Il est parfait. Comprendre. Je pense que les sujets qu'on a vus tout à l'heure sont des sujets qui ils sont près de toutes les industries, mais qu'on voit, on discutait tout à l'heure, on était ensemble, sont des sujets qui sont très proches à notre industrie. Dans les marques qu'on a vues, il y a aussi des partenariats avec lesquels on travaille et plus en plus, il y a des sujets comme, c'est sûr, l'artificial intelligence, la donnée, sans laquelle la technologie, c'est très difficile à développer. Donc, on s'est retrouvés vraiment dans tous les sujets qu'on a abordés et aussi dans les partenaires qui ont été mentionnés. Sébastien, rapidement, justement, sur ce nuage de mots, de marques. Vous m'entendez bien? Ouais. Ce que disait Frédérica, il y a effectivement beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille. Je pense que le sujet de fond, c'est de voir comment on va allier le meilleur de l'humain et de l'expérience client en utilisant ces nouvelles technologies pour continuer à délivrer une expérience client qui soit la plus fluide possible, malgré tout ce qu'on verra sur les fractures, les diversités, etc. Alors effectivement, on va commencer avec un plan large avant de zoomer. François Mickey Marty, pour lancer ce débat, il serait intéressant d'ouvrir le spectre pour ensuite se concentrer sur nos métiers et donc de mieux connaître les fractures qui divisent notre société avec peut-être quelques chiffres. Oui, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci Alexandre pour ces questions larges. Je suis ravi d'être ici avec vous. Alors en effet, et merci d'ailleurs d'avoir mis l'accent sur ces éléments de relier ce qui se dissocie, qui est au fond qui est un élément sur lequel nous avons mis l'accent depuis quelques mois, qui nous semble fondamental, et sur ce concept de reliance que nous avons déployé aussi de manière assez forte depuis le début de l'année. Alors, qu'est-il en train de se passer? Je reformule votre question. Ce qui est très frappant, c'est, je parle de la France, l'existence de groupes sociaux qui sont qui s'estiment de plus en plus éloignés les uns des autres et qui ont par ailleurs le désir d'être le plus éloignés les uns des autres. Concrètement, je parle d'une série d'études d'opinion que nous avons réalisées au sein de Via Voice ces dernières années. Il y a 5 ans, quand vous interrogiez les Français, ils se situaient de manière assez simple dans une trentaine de groupes sociaux. Alors je vais vous épargner toute la liste, sinon vous allez dire que c'est trop long. Mais enfin, il y a des écologistes qui habitent en centre urbain, il y a des personnes qui sont attachées au terroir et aux traditions, il y a des personnes qui sont attachées à l'innovation technologique, etc. Ça se répartit assez bien sur les 30 groupes sociaux. Et ensuite, quand vous dites aux gens, est-ce que vous aimeriez vous rapprocher, vous éloigner de ces différents groupes sociaux, 50, 60%, la réponse était, je préfère, en moyenne, je préfère m'éloigner des autres. Voilà. Aujourd'hui, tenons-nous bien. Alors, il y a eu la période Covid. Dans la période Covid, on s'est dit, on va tous devenir frères et s'embrasser collectivement. Dans le post-Covid, le monde aura changé. Eh bien non, on a aujourd'hui 70% des gens en moyenne qui déclarent vouloir être plus éloignés des autres groupes. Donc, on n'est pas uniquement sur une société divisée ou clivée. On est sur une société qui part en diffraction, en divergence. Voilà. Et ce tableau-là, bien entendu, il se retrouve dans la société, mais il se retrouve dans les entreprises. C'est-à-dire, les clients des entreprises sont eux-mêmes des groupes sociaux en divergence, et, plus embêtant encore, si on peut dire, encore que ce ne soit pas le cœur du sujet de notre soirée, les salariés eux-mêmes appartiennent à des groupes sociaux qui peuvent s'estimer concurrents ou en divergence. Donc, on est dans un monde où, au fond,
relier ceux qui se dissocient, précisément, c'est la raison pour laquelle nous avons porté cette idée-là, nous semble l'enjeu majeur pour les années qui viennent. Comment peut-on faire dans les années qui viennent, et je pense que c'est ce qui peut nous animer cette soirée, comment peut-on faire dans les années qui viennent pour non pas accroître les fractures, voire non pas uniquement pour vivre avec des fractures, mais pour pouvoir fédérer des gens qui n'ont pas toujours envie de l'être. Et puis pour terminer cette introduction, j'ajouterais que ça, il s'agit de groupes sociaux, puis il y a en plus des gens, des individus, voilà, qui n'ont pas nécessairement non plus envie d'être les uns à côté des autres. Donc il y a un sujet majeur de société, sur lequel on pourrait revenir longuement, je ne sais pas combien de temps il faut qu'on parle, mais enfin, un sujet majeur de société qui est celle de tenir... Ah, il y a le compteur. Moi, j'ai encore 37 minutes parce que mes copains n'ont pas à parler. J'ai un dîner de gala. Ça déroule. Là, il y a le dîner. Bon, voilà. Donc, qui est comment on peut faire tenir ensemble tout ça, voilà. Et appliquer à la relation client, au lien client, à la user experience, ça devient passionnant. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, est-ce que c'est propre aux Français qui sont réputés être les champions du monde, voire olympiques cette saison, du pessimisme. À ce propos, on le voit avec un sondage Elab pour BFM TV qui est paru début mai. Seuls 24% des Français se disent enthousiastes face à la perspective des JO de cet été, contre 46% qui expriment leur indifférence ou 30% leur scepticisme. Alors, Frédérica Quadri, justement, votre point de vue d'italienne et de manager à l'international sur ce phénomène et peut-être sur ces fractures. Est-ce qu'elles sont différentes entre les pays, puisque vous couvrez un certain nombre de pays donc, est-ce que la France a une typicité de bougon? Alors, quand j'ai été invitée à la table ronde, ils m'ont dit une condition, je ne peux pas parler mal des Français. Ah. Donc, je ne vais pas répondre. Non, je rigole. Bon, je vais perdre mon job. Ma expérience en tant qu'italienne et manager en France, on dit que votre réputation vous précède. Donc, je suis arrivée bien préparée. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, je n'ai pas trouvé tout ce pessimisme. Mon premier équipe, c'était super marrant. Mon manager, c'était super optimiste. Je pense aussi qu'elle est dans la salle. Donc, et après, plus sérieusement, j'ai changé beaucoup dès mon poste en Italie, où j'ai travaillé dans un business local, très proche du territoire, dans un rôle global, qui est plus dans la coordination, chercher la standardisation. Et c'est là, oui, où j'ai trouvé cette fracture et les grandes diversités. Alors, si les Français sont plus pessimistes, en disant que je pense qu'ils ont des attentes certaines fois plus hautes des autres pays européens, si on parle de l'Europe. Et par contre, je pense que dans notre métier, donc dans l'assistance, je ne vois pas si forte cette tendance. Après, sur les fractures dans un rôle qui est global, oui, je me retrouve dans tout ce que François vient de nous dire. Donc, même dans le travail, on voit bien comme les fractures qui sont au niveau sociopolitique impactent tous les jours. Nous, comme vous avez dit, on est en 35 pays, on opère en 200 États. Et donc, aussi dans le travail quotidien, vous comprenez très bien comme des événements, comme les conflits, ils nous impactent, pas seulement sur notre métier, mais aussi dans la relation qu'on a avec les entités. Par exemple, quand le conflit avec la Russie a commencé, moi, j'avais des meetings récurrents avec mes collègues en Russie. Et c'était compliqué parce que je ne savais pas c'était quelle la posture, ce que je pouvais dire, ce que je ne pouvais pas dire. Et en fait, il y avait des moments, surtout au début, où j'avais un peu l'impression qu'il y avait aussi même pas la même connaissance d'information. Pour eux, tout ça va aller bien. Vu le contexte, on parlait de MPS et je me posais la question, il faut continuer à discuter de ça. Et
l'après-midi, j'avais des calls avec le patron de la Pologne, censé de discuter des plans d'amélioration de la qualité des services. Et en fait, le problème, c'était comment mettre en sécurité, par exemple, les équipes qui étaient sur la frontière avec l'Ukraine. Ouais, et après, il y a des autres sujets qui ça revient dans tous les jours, des sujets plutôt culturels, donc l'approche à le progrès, à l'innovation. C'est sûr qu'en US, on en parlait tout à l'heure, il y a une culture des test and learn qu'on n'a pas dans des autres pays, typiquement en France, où on peut forcer le changement. Il y a un peu la résistance, le changement. Donc, dans ce rôle, c'est sûr que gérer cette différence et être surtout à l'écoute, c'est clé. Pourtant, le changement, c'est maintenant, on nous l'avait promis. François Miquet-Marty, justement, sur ce comparatif avec d'autres pays, est-ce que le français est plus grincheux? Alors, plus grincheux. Plus exigeant, peut-être? Plus grincheux, non. Plus exigeant, probablement. Surtout, plus inquiet pour l'avenir. Aujourd'hui, je vous donne 2 chiffres, vous m'avez incité à donner des chiffres. Alors, oui, plein de chiffres. Voilà, plein de chiffres pour ouvrir l'appétit. En 2000, donc il y a 25 ans, 24 ans, la moitié des Français, la moitié des Français pensaient que l'avenir collectif serait plus sombre, plus difficile qu'il ne l'était aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entre 63 et 65% des Français qui pensent ça. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que la vision que l'on a de l'avenir est un avenir considéré comme de plus en plus exigeant, pour le dire de manière un peu crue. C'est un pays qui a l'imaginaire et parfois la réalité de tomber. Voilà. Donc, alors, vous allez me demander à quoi ça tient. Donc, je vais vous répondre. À quoi ça tient ? Voilà, donc je vous réponds. Et beaucoup de temps pour en parler. Ça tient, à mon avis, à quelque chose qui est très lourd et qui est difficile. Alors, il y a plein de raisons, on pourrait en parler toute la nuit, mais bon, il y a plein de raisons. Mais il y a surtout le fait que, je crois, depuis la Révolution française, la France ait imaginé son avenir à travers le politique, à travers tout ce qui est politique. Aux États-Unis, c'est très différent. M. Rockefeller, à la fin du 19e siècle, qui faisait ses puits de pétrole, considérait qu'il faisait l'avenir de l'Amérique. Henry Ford, quelques années plus tard, considérait lui-même qu'il faisait l'avenir de l'Amérique. C'était des entrepreneurs. La France s'est toujours construite par le politique. Et puis voilà que, en évolution très longue, depuis les années 80, la confiance accordée aux politiques, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont engagés en politique ici fortement, mais enfin, cette confiance, malheureusement, s'est fortement érodée. Et la confiance accordée à la politique est l'une des plus faibles qui soit aujourd'hui. Donc on fait confiance aux entreprises. Alors les entreprises disent c'est formidable parce que ça nous donne une opportunité, voire une responsabilité, etc. sur l'avenir. Mais cette confiance-là accordée aux entreprises, par définition, elle est beaucoup plus sectorielle. Vous pouvez faire confiance à une entreprise, enfin ça ne fédère pas une nation, pour autant que ça ait fédéré une nation, mais enfin ça fédérait quand même beaucoup de gens. Donc je crois que s'il y a une spécificité française, il y en a beaucoup d'autres, et puis il y a beaucoup d'autres sujets, bien sûr, les questions économiques, les questions sociales, les questions d'éducation, il y a toute une série de choses dont on pourrait parler. Mais cette question de la génération de l'avenir, on est un peu orphelin en France, et probablement plus que dans d'autres pays. En tout cas, à minima, alors je n'ai pas la chance de connaître l'Italie comme Federica en parle si bien, mais à minima, beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, aux États-Unis, on se dit c'est pas grave, l'entreprise va faire l'avenir. Nous, on a un peu de mal avec ça. Voilà. Donc quand on dit aujourd'hui, on fait plus confiance aux entreprises, c'est pas parce que tout d'un coup, il y aurait eu un élan pro-entreprise absolument magistral. C'est aussi fondamentalement parce que cette crise de confiance du politique fait qu'on ne sait plus trop vers quel sein se tourner. Donc on se dit peut-être que les entreprises vont faire le job. Et du coup, on est un peu mal à l'aise. Parce que quand vous avez la majorité des gens qui pensent que l'avenir sera sombre et que collectivement, il y a des élections qui arrivent dans pas longtemps, le 9 juin, enfin la plupart des gens pensent que ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ni d'ailleurs leur pays, ni leur avenir personnel. Donc là, il y a un problème d'entraînement qui est majeur. Donc je ne pense pas qu'on soit ronchon, quelle était votre expression, je ne sais plus. Mais enfin, grognon. Grognon, voilà, on n'est pas nécessairement grognon. Mais enfin, on est inquiet, et ce qui est terrible, c'est la situation des jeunes. Parce que les jeunes, les 18-25 ans, sont souvent plus inquiets que leurs aînés, parce qu'il y a aussi toute une série d'événements qui arrivent devant. Le climat, les incertitudes sur l'élevé, etc., etc. Donc, ça va pas bien. Voilà. Donc, si on peut ce soir trouver ensuite des raisons d'espérer, ça va être bien. Alors, on va rester un peu sur les choses qui fâchent. On va passer maintenant de la société au monde des entreprises et des marques pour savoir comment ces fractures impactent et peut-être même bouleversent les relations managériales, partenariales et clients de façon assez globale. Je ne sais pas si on peut dire quelque chose là-dessus. Sébastien. Alors,
Bon, moi déjà, je suis désolé parce que je suis français. Non, d'un point de vue... Vous parlez très bien le français. Non, mais vous m'avez pensé à quelque chose. Quand on parle du pessimisme des Français, nous, on a un exemple chez April. Je pense que tout le monde connaît à peu près ce qu'on fait, mais on traite, et vous l'avez dit tout à l'heure, merci, on traite les expatriés. Donc, c'est ceux qui ont fui la France quelque part. 150 000 assurés, je crois. Ouais. Donc c'est un très beau, assuré, expatrié, beau laboratoire des différences culturelles aussi, ça. Voilà. Et alors eux, ce sont les optimistes, donc eux, ils ont fui, ils sont partis à l'étranger. Et ils sont mieux payés. Non, mais très sérieusement, quand vous parliez tout à l'heure, et c'est un des thèmes de la soirée, de fracture, quand on travaille sur ces populations-là, donc nous, on a effectivement 150 000 assurés expatriés. On est sur 13 pays, donc avec de la culture assez différente de pays. Et en fait, le vrai sujet de fracture, il n'est pas tant culturel sur cette population-là. Alors, je parle par rapport à notre métier, hein, qui est l'assurance, mais plutôt sur les usages. On parlait tout à l'heure de pessimisme. En France, on ne s'en rend pas bien compte, mais on a un système de santé qui est très bon, même si on peut le critiquer à bien des égards, mais il est quand même très bon par rapport à ce qu'on a à l'étranger. Et donc, ces Français, quand ils partent à l'étranger, les vraies fractures qu'ils ont, c'est le changement d'usage, parce que quand je pars à l'étranger avec ma famille, que ce soit aux États-Unis, en Thaïlande ou ailleurs, je ne commence pas à me poser les questions du médical, les soins de mes enfants, etc. Ce n'est pas trop mon sujet. En revanche, dès qu'ils sont confrontés à la réalité, là, il y a un choc qui est un peu frontal, puisqu'on n'a pas de sécurité sociale, pas de tiers payant, etc. Et donc, nous, comment on doit adresser ce sujet-là en termes d'expérience client, c'est de faire en sorte que cette communauté on parlait tout à l'heure de je ne sais plus qui n'a pas de communauté, parce qu'en fait, les expatriés, ils sont de différents pays, mais c'est assez communautaire, c'est quand même les mêmes profils de personnes. Qu'elles aillent d'un pays A à un pays B, il faut qu'on arrive à leur livrer la même expérience. Et ce qui est assez compliqué, puisqu'on parle de soins. Donc on essaie d'adresser ces populations dans des pays différents, à des moments différents, avec des solutions qui soient assez homogènes. Donc là, pour le coup, on a besoin de beaucoup de digital pour tout ce qui est application, de suivi de soins, etc. Et puis, en tout cas pour les expatriés français, de leur donner le sentiment qu'il n'y ait pas cette grosse fracture par rapport à ce qu'ils ont connu en France. Ouais. Nous, par exemple, chez April, on a mis en place, grâce à une start-up l'année dernière, une carte de tiers payant pour simuler une sorte de tiers payant à l'étranger, qui est en fait une avance de cash que nous on fait. Ce qui fait que, d'autant plus qu'on vient de sortir de quelques années Covid, donc on a des expatriés aux États-Unis qui ont eu quelques déconvenus quand ils ont vu les notes, en tout cas les frais, c'était un peu compliqué. Alors, nos assureurs ont eu des déconvenus aussi, mais c'est pas le sujet du jeu. Et donc on fait en sorte d'avoir des applications qui leur permettent d'avoir, malgré des difficultés, on se retrouve en plein Covid, éloigné de sa famille, avec un système de soins que l'on ne connaît pas, comment on fait nous pour les aider sans avoir justement cette fracture-là. Donc ça passe par du digital, ça passe par de l'humain. Frédérica l'évoquait tout à l'heure, on est obligé d'avoir des hubs de gestion qui soient en 24/24, donc on a des hubs à Mexico, à Bangkok, à Paris. Et puis ça passe aussi par des choses qui ne sont pas du tout le thème de ce soir, mais qui ressemblent plus à de la supply chain, où on fait ce qu'on appelle du cost containment, c'est-à-dire qu'on va choisir des cliniques en fonction des coûts. En France, on n'est pas habitué en ça, mais à l'étranger, les coûts varient beaucoup. Donc, pour avoir cette bonne expérience client et éviter ces fractures, on est obligé d'allier, ce que je disais tout à l'heure en introduction, le meilleur du digital et de l'humain, et d'essayer d'accompagner au maximum ces clients-là pour éviter ces fractures, sachant qu'on parle de clients qui sont assez nomades, qui partent d'un pays à l'autre. Alors, une vision italienne, Federica, quelle est justement votre vision à 360 degrés, justement à l'international, hein, sur la nécessité d'adapter peut-être la relation client aux différentes cultures locales, notamment autour du sujet des revendications individualistes des clients face à la nécessité économique d'avoir un traitement de masse. C'est quoi votre vision là-dessus? Je pense que c'est même pas une question de l'international. C'est sûr que chaque pays a des caractéristiques différentes, mais je pense que la recherche de la personnalisation de la réponse de l'offre, c'est quelque chose que c'est un besoin plus en plus émergent. Chacun de nous, il pense et c'est vrai, on est spécial et donc on veut une réponse spéciale. Et en fait, chez nous, nous, on offre des services que c'est surtout l'assistance. Imaginez que le besoin, c'est un besoin commun. En fait, notre client, il nous appelle, c'est parce qu'ils sont dans une situation pas agréable et stressant. Donc, à la base, notre métier, c'est le même pour tout le monde. Et c'est en fait ce que nous, on dit, d'accompagner les clients from stress to relief. Mais après, si vous pensez dans des situations qui peuvent être similaires,
comme il y a des besoins qui demandent une personnalisation très forte. Je prends un exemple très simple. Si quelqu'un elle tombe en panne à São Paulo, en Brésil, une ville de 20 millions d'habitants, peut-être à côté d'une favela, c'est pas quand moi je tombe en panne en Italie, dans le village de mes parents. Et même moi, la même personne, en Italie, ça m'est arrivé de tomber en panne. Moi, je ne veux pas dire pas du stress, mais je connais très bien ce quoi faire. Je suis un client Europe Assistance. Je regarde mon appli. Au pire, j'appelle mon agent, que c'est l'agent de mon père et le père de mon père. Au pire, j'appelle mon frère. Je suis tombée en panne en France, sur l'autoroute. J'y allais pour les vacances de Noël avec mon chien. Et voiture fonction, pas assurée avec Europe Assistance. Et donc, je cherche le numéro, j'appelle, et le monsieur de l'autre côté il me dit, il faut appeler la police. Je dis, ah non, mais je ne vais pas faire un accident. Il faut appeler la police. Non, mais moi, je suis en panne. Il faut appeler la police. Et il ne m'expliquait pas pourquoi je devais appeler la police. Donc, mon niveau de stress, même situation, très différent. Et donc, un besoin de dépersonnalisation très fort. Bon, après, le monsieur de la station-service, elle m'a aidée, donc je suis arrivée en Italie. Vous avez été dépannée? J'étais dépannée avec le chien, les valises. Tout Parce que moi, j'ai souvent fait le coup de la panne et j'avais pas envie d'être dépannée. Mais... Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce besoin de dépersonnalisation, ça dépend de la culture, mais pas seulement. Et dans notre métier, sachant qu'on gère presque 11 millions d'assistances par an, donc ça veut dire une assistance chaque 3 secondes dans le monde, il demande une capacité d'adapter, personnaliser et gérer des situations, surtout des stress dans chaque moment. François Mickey-Marty, justement, votre analyse sur cet ajustement en fonction des cultures, des pays, des traditions aussi. Je crois que c'est l'une des illustrations de cette société de plus en plus fragmentée. C'est-à-dire ce que l'on voit dans un pays se diffracte aussi et se répercute entre les pays. Donc il y a une nécessité de trouver, alors en effet, soit des solutions qui sont des solutions extrêmement personnalisées, parce que ça permet de dépasser tout ça, soit en effet des relations qui peuvent être très agréables et simples et faciles, parce que ce que dit Federica dans sa difficulté, le stress qui monte est extrêmement désagréable à vivre. Donc comment on peut trouver des solutions qui soient à la fois universelles et en même temps d'une simplicité, de plus en plus grande simplicité. D'ailleurs, c'est l'un des éléments, cette thématique de la complexité est un des éléments qui progresse de plus en plus. Donc il y a là-dessus une réponse fondamentale à apporter. Et puis la troisième chose, qui est très simple, et que Federica vient de dire merveilleusement bien, c'est qui m'écoute. C'est-à-dire que cette personne qui vous dit qu'il faut appeler la police, peut-être vous a entendu, mais enfin, il ne vous répond pas de manière qui vous conviendrait. Voilà. Et ce besoin d'écoute, aujourd'hui, la plupart des gens disent « mais personne ne m'écoute ». Voilà, donc je vous remercie de m'écouter quelques instants. C'est quelque chose qui est d'une simplicité fondamentale, on va dire c'est la base. Mais souvent, on a des gens qui disent, et a fortiori quand je suis en situation de difficulté, personne ne m'écoute. Donc je crois que ce sont des choses qui peuvent, d'une certaine manière, être transposées d'un pays à l'autre, dépasser les singularités nationales et les cultures nationales, mais qui sont probablement nécessaires parce qu'elles permettent d'avoir des réponses qui puissent être rassurantes. Alors, on va parler maintenant de l'impact sur l'écosystème partenarial. Nous avons dans cette salle des représentants des marques, mais aussi des prestataires. Vous ne travaillez donc pas seul, vous avez des prestataires, pour certains, tout au long du parcours client. Et dû à ces fractures, la stratégie et les intérêts de ces partenaires peuvent faire que les liens divergent et conduisent à faire un grand écart dans le pilotage de la relation client. À titre d'exemple, on vous le donne, vous en avez entendu parler, Michelin qui augmente ses salariés au niveau du salaire minimum et qui encourage ses prestataires à faire de même tout en étant sensible à la maîtrise des coûts et notamment des achats. Ça peut donc poser, par exemple, dans nos métiers, poser la question des conseillers augmentés dans tous les sens du terme. Sébastien, comment vous embarquez vos courtiers dans cette reliance, dans cette énergie qui est finalement un travail d'équipe? Ouais. Alors, nous, c'est un très bon exemple ce que vous citez, parce que donc, nous, on est courtiers grossistes, je fais très court, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on fait du B2B2C, c'est-à-dire qu'on a des courtiers qui vont vendre à des clients,
Et par définition, on travaille avec 15 000 courtiers, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir une expérience client qui soit homogène et la même avec tous ces distributeurs. Donc comment on fait pour essayer d'embarquer cette bonne expérience client, sachant qu'ils vendent tous la marque April, qui est notre marque qu'on essaye de valoriser le plus. Déjà, on a commencé par faire beaucoup d'erreurs. On a commencé par faire des solutions digitales qu'on imposait à nos courtiers sans leur demander si ça allait leur plaire. Sachant quand j'ai quelques amis du courtage ici qui travaillent ici, qu'on travaille avec des courtiers, j'ai des courtiers qui sont des TPE au fin fond d'un petit village qui sont à 2 salariés, et puis j'ai des plateformes qui travaillent, peu importe en France ou à l'international, avec 150, 200 conseillers au téléphone, donc on ne parle pas du tout des mêmes populations. Donc ce que l'on essaye de faire mieux maintenant, on a mis en place en 2020 un hub digital, donc je ne vais rien vous apprendre, beaucoup de sociétés font ça, je ne suis pas en train de dire qu'on fait mieux que d'autres, mais en tout cas ce que l'on essaye de faire, c'est que on a mis au sein de ce hub digital toutes les populations qui étaient sur les métiers, ce qu'on appelle tous ici du front ou de l'expérience client, donc on a groupé les équipes data, digital, expérience client, et puis on a co-conçu avec nos courtiers, là encore on essaie de faire des communautés avec des parcours un peu plus adaptés à des courtiers, sachant qu'on est dans un métier qui est, c'est la partie chiante du discours, l'assurance c'est assez réglementé, c'est-à-dire que il y a beaucoup de partenaires et prestataires télémarketing ici. Quand nous, on fait de la télévente, c'est assez chiant, la vente en assurance, qu'on ne peut pas dire ce que l'on veut. Et pour nos courtiers, c'est pareil. Donc, tous ces courtiers, qui soient de petite taille, grande taille, peu importe où ils vendent en France, il faut qu'on les aide sur ce qu'on appelle le devoir de conseil, parce qu'on est une autorité de contrôle qui, quand il ira contrôler, se retournera plutôt vers nous. Donc, on travaille avec eux, vraiment sur ce hub digital, en co-construisant des solutions, en designant des choses pour les aider. Alors, ce qui nous aide, c'est que souvent, ce sont des petites entreprises, donc qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans les nouvelles technologies. Je pense que tout à l'heure, on ne va pas y louper, on parlera un peu d'IA. C'est des investissements qui sont importants. Déjà, un site internet pour une boîte de 2 personnes, ça peut être un investissement important. Donc, on les accompagne sur les investissements. On leur met à disposition, par exemple, chez April, des solutions Salesforce. Donc, nous, on a déployé Salesforce sur la totalité de nos partenaires codage. Et puis tout à l'heure, je parlais de digital et d'humain, on aime bien dire ça chez April, mais c'est vrai, c'est une fois qu'on a mis en place toutes ces solutions techniques pour les accompagner, encore une fois, dans leur devoir de conseil pour aider à bien vendre nos offres, il y a tout ce qui est le management du changement. Et ça, on sait que dans une entreprise, c'est déjà compliqué. Alors autant vous dire qu'avec des partenaires, c'est encore plus compliqué. Et moi, j'ai quelque chose qui me plairait dans mes équipes. On a fait une interview courtier sur Salesforce, justement. Ils étaient tous super intéressés par le fait qu'on leur offre des centres de relance Salesforce gratuitement pour eux et qu'on leur mette à disposition. Donc nous, on a investi, on a mis nos équipes, on a payé des intégrateurs, c'était très sympa. Ça nous a coûté du temps et de l'argent. Et dès lors qu'on a déployé les solutions, nos courtiers, ils les ont testées et puis ils sont revenus sur leur paperboard. Ça fait 30 ans qu'ils étaient sur leur paperboard et qu'ils recommençaient. Pourquoi je dis ça, c'est que derrière ça, en fait, ce qu'on n'avait pas bien fait, c'est qu'on n'avait pas embarqué nos équipes commerciales. Nous, nos commerciaux, ils allaient les voir, ils relevaient les compteurs en disant maintenant que tu as ça, il va falloir faire plus en vente, etc. Mais ils ne leur expliquaient pas comment ça devait fonctionner et comment on devait mieux travailler avec. Bien évidemment, je suis dans la caricature, hein, c'est pas homogène. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment, et c'est ce qu'on essaie de faire en plus, continuer à co-concevoir des solutions avec eux. Ensuite, les accompagner. Donc, on fait comme tout le monde, on fait des séminaires, on passe beaucoup de temps avec eux. Et on essaye surtout de faire en sorte que nos équipes, à tous les niveaux de la société, passent du temps avec eux, que ce soit les équipes de front que j'évoquais tout à l'heure, mais également les équipes de gestion. Donc, voilà, on essaye de travailler ensemble le plus possible. Federica, est-ce que vous avez des prestataires autres que les médecins, bien évidemment, mais ça, c'est un peu particulier, autres que les médecins chez Europe Assistance? Oui, bien sûr. En fait, surtout sur la partie des road assistance, on travaille beaucoup avec les dépanneurs. Et les dépanneurs, ils sont plutôt des PME. Et dans ce moment, c'est pas facile pour eux pour des raisons d'inflation, parce que c'est difficile à investir, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut faire ce métier. Et donc, ça a un impact, un gros impact aussi sur nous, parce qu'on a une pénurie des dépanneurs, et ça veut dire que ça va impacter sur les services qu'on peut donner à notre client. Donc, chez Europe Assistance, on a mis en place un programme qui s'appelle Preferred Partner pour travailler ensemble à nos partenaires et pour les écouter.
parce que je pense qu'on est tout d'accord, soit qu'ils sont clients, partenaires et aussi dans notre vie professionnelle et pas que l'écoute, c'est vraiment la base. Et donc, les piliers de ce programme, ils se basent sur les écouter avec différents systèmes. Ça peut être des enquêtes, mais aussi faire des focus group avec eux ou aller sur place, à vivre leur vie et comprendre en fait ce que ça passe ils vont en fait voir nos clients finalement. Et le deuxième pilier, c'est de mettre en place des systèmes pour améliorer leur expérience, mais aussi pour la rendre plus facile, que ça peut être avoir des canaux, des communications avec eux plus faciles, ça peut être WhatsApp, ça peut être mettre à disposition des outils digitaux. C'est comme rendre en fait leur expérience en premier la plus facile et être ce que nous on appelle une extended team. François, justement, engager aussi ses partenaires, est-ce que c'est un véritable enjeu, mais surtout, comment faire en sorte qu'ils jouent le jeu? Oui, c'est pas une question simple, mais je crois que ça présuppose. Sinon, j'en ai une autre qui a tué Kennedy. Alors, on va peut-être répondre à la première. Voilà. Non, je crois que ça présuppose ce dont on a commencé à parler tout à l'heure en utilisant le terme de reliance. Donc, nous, avec notre petite expérience que nous faisons et ce qu'on fait avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est ce qu'on appelle des stratégies de reliance. Alors, c'est quoi une stratégie de reliance? C'est deux choses. D'abord, ça invite à se projeter dans l'avenir, faire un travail un peu d'anticipation stratégique en se disant qu'est-ce qu'on veut faire dans les années qui viennent, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important dans nos offres? Qu'est-ce qui est important avec nos partenaires? C'est-à-dire quels sont les partenaires stratégiques? Au fond, quel est l'horizon vers lequel on veut aller et avec qui? Voilà, ça, c'est la première chose. Ça a l'air simple, mais en fait, souvent, ce n'est pas si simple que ça. Et puis la deuxième chose, qui est plus originale et qui, à mon avis, est fondamentale, un peu contre-intuitive, c'est de se dire où sont les fractures. Vous parliez tout à l'heure, on parlait des diffractions et des fractures qu'il y a dans nos sociétés. Donc plutôt que de se dire a priori on va réunir tout le monde et ça va bien se passer, je crois que c'est très important de se dire où sont les clivages. Alors, où sont les clivages, on en parlera peut-être tout à l'heure, parmi nos clients potentiels, peut-être parmi nos salariés, mais aussi avec nos partenaires. Voilà. Une cartographie de ce qui nous divise. Et cette cartographie étant faite, on peut trouver de manière d'autant plus rationnelle, en ayant un peu d'anticipation stratégique, quelques axes fédérateurs. Je pense qu'il faut d'abord se dire, ça a l'air très impératif, mais enfin, de manière générale et sur la base de ce qu'on a pu constater, où est-ce qu'on veut aller, c'est-à-dire quel horizon on se donne, et à partir de là, qu'est-ce qui est vraiment handicapant en termes de fracture ou de fracture potentielle, et puis comment on y répond. Est-ce qu'il y a des fractures qui sont secondaires, pour tout vous dire, sans rien vous dire, j'ai rencontré des responsables de grande distribution qui sont bien embêtés parce que dans grande distribution, il y a des gens qui viennent qui sont très attachés à pouvoir trouver de la viande sur les linéaires et qui considèrent que c'est fondamental, et d'autres qui sont des anti-viande et qui non seulement ne veulent pas de viande, mais sur les réseaux sociaux vont faire de la contestation là-dessus. Bon, c'est très embêtant. C'est-à-dire, de plus en plus, on risque d'être saisi entre des groupes sociaux qui sont concurrents. Donc, on peut dire qu'auprès des prestataires, c'est oui, le temps passe et puis on ne veut pas, voilà. Mais enfin, mon histoire de viande ouvre l'appétit pour le repas. Voilà. Donc, Donc, je pense, pour résumer, anticipation stratégique et puis cartographie des fractures, ça permet peut-être d'avoir des éléments de réponse. Alors, je vous presse parce qu'on vous écoute, mais il faut aller vite parce qu'il reste 10 minutes et on a encore tellement de choses à aborder. On va parler des impacts sur les liens managériaux. Il y a ce problème de silos, des silos qui se sont créés, que ce soit hors de l'entreprise ou dans l'entreprise, on en parlait tout à l'heure, des groupes sociaux ou professionnels qui veulent affirmer leurs différences ou avoir de moins en moins de relations entre eux, et on le sent au quotidien, même dans le voisinage. Comment relier ces publics différents, managers opérationnels, direction, expérience client, fonction support ou centrale? Federica, François, allez-y, lancez-vous. Alors, je vais faire une digression. Oui. Alors, oui. Merci, j'ai travaillé beaucoup aussi avec le monde du sport, duquel j'ai appris énormément. François, elle ne peut plus m'entendre sur le sujet. Et je suis aussi une très grande supporter du football et d'une petite équipe qui s'appelle Atalanta. C'est l'équipe de ma ville et qui, la semaine dernière, il a gagné l'Europa League. Atalanta, c'est où? C'est Bergame? C'est Bergame. Ah, oui. C'est Bergame. Et personne ne connaissait l'Atalanta jusqu'il y a quelques années. Et
Et en fait, c'est une petite équipe, Bergame, c'est une petite ville dans le nord de l'Italie, qui grâce à une stratégie de la propriété qui a acquis l'équipe il y a 10 ans, un manager avec une grosse vision, une grosse persévérance, la capacité de sélectionner des talents, pas seulement les talents les plus connus, les plus payés, les gens et aussi les moins gens, créer un équilibre d'équipe et avoir des résiliences et aussi beaucoup de résistance. Et à côté de ça, il y a en fait pas seulement les gens qui vont sur le terrain, mais les supporters et c'est le sujet, pourquoi on va au stade? Parce qu'il y a un sens d'appartenance, parce que tout le monde il veut la même chose. On a le même objectif, on veut que notre équipe il gagne. Et s'ils ne gagnent pas, on est là pour les aider. Et je pense que ça, c'est un peu ce qui, dans les entreprises, ça devrait être fait pour break the silos et en fait mettre soit les leaders, soit les gens, dans nos cas, qui répondent au téléphone au même niveau, avec une stratégie claire et ce sens d'appartenance et comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut. Comment est-ce que vous menez votre transformation digitale et quelle est la place de l'humain avec le développement des robots, des nouvelles technologies, Sébastien? On vous interroge après, Federica, bien sûr. Alors, je vais parvenir. Enfin, d'un point de vue macro, on a ce fameux hub dont je parlais où on essaie d'allier le meilleur des deux. Mais comme on n'a plus beaucoup de temps, on va aller directement sur la partie IA. Nous, alors, on est au stade de réflexion et de POC, hein, comme beaucoup de monde, mais ce que l'on se dit sur l'IA, si je prends notre métier qui est l'assurance, on a une grosse partie de la population d'April qui sont en fait des gestionnaires, qui sont des personnes qui sont là pour traiter la vie du contrat et puis le paiement des sinistres ou indemnisations. Aujourd'hui, ces populations-là, si je dois faire un peu le parallèle avec l'exemple que Federica évoquait tout à l'heure de l'assureur qui demandait d'appeler le policier, elles passent beaucoup plus de temps à avoir des tâches qui ne sont pas des tâches intéressantes, parce qu'on est un groupe qui a 35 ans d'expérience, donc avec beaucoup de legacy, à chercher de l'information, plutôt qu'à apporter le conseil au téléphone. Donc là, naturellement, on peut se dire que si on travaille intelligemment, avec l'IA, on va aller chercher cette information beaucoup plus facilement pour revaloriser le métier de nos conseillers, être beaucoup plus en écoute active avec nos clients et valoriser. Ça, c'est du bon sens. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaie de le travailler. Ça, c'est sur tous les sujets plutôt d'accompagnement du client et d'écoute. Et on reviendra dessus tout à l'heure, mais sur les fractures, comme on a notamment avec le pouvoir d'achat des populations seniors, on a beaucoup plus besoin d'aller au-delà de la simple réponse, mais d'avoir de l'empathie avec nos clients. Et puis sur les métiers plus de distribution, j'ai parlé tout à l'heure du courtage, mais on peut parler aussi de la vente. Je parlais tout à l'heure des call centers avec des conseillers qui ont énormément de contraintes réglementaires, etc. Quand on a des ventes qui sont assez longues, c'est assez difficile d'être en permanence en écoute active. Et là, comme beaucoup d'acteurs autour de la salle, on est en train de regarder tout ce qui va tourner autour du couple Speech Analytics IA pour avoir mon conseiller augmenté. Bon, aujourd'hui, moi, je ne suis pas convaincu des solutions que je vois, mais ça avance tellement vite qu'on devrait pouvoir trouver prochainement des solutions qui nous conviennent. Et tout ceci dans le sens du client pour justement pallier à des irritants qu'on n'arrive pas très bien à traiter quand on fait de la masse. Les fractures, on va en parler dans un instant, Sébastien, mais justement, très rapidement, je voulais avoir votre avis justement sur votre transformation digitale et la place de l'humain. Alors, notre métier n'a pas changé depuis que l'assistance a été créée. Donc, on est là pour aider les personnes et dans des situations de stress. Donc, la transition digitale, toute la technologie aujourd'hui va nous aider énormément parce que ça va libérer le temps des gens qui passent à gérer les problèmes émotionnels et humains. Donc, l'IA, les chatbots, ils vont aider dans les processus ou dans le back-office, mais en fait, le rôle que l'humain il a dans notre métier, il ne va pas changer. Et ça, je pense que c'est très clair qui fait notre métier. Et donc, il n'y a même pas une fracture à dire c'est un robot qui va faire mon métier. Non, ce ne sera jamais comme ça. Mais justement, pour éviter ces fractures qui risquent d'arriver, tout le monde en a peur avec cette arrivée des nouvelles technologies, ce développement des nouvelles technologies. L'être humain pourrait se sentir finalement mis de côté, les conseillers clients les premiers.
Quel lien, comment faire pour qu'ils travaillent ensemble mieux et de façon plus efficiente pour l'être humain et pour les conseillers? Alors c'est vous. Qui veut prendre la parole? Non, enfin, moi je pense que, sauf si j'ai pas compris, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'idée c'est de se dire que à tous les niveaux dans une entreprise, on a des tâches qui sont plus ou moins intéressantes, et de se servir des nouvelles technologies pour gagner du temps sur des tâches qui sont soit répétitives, pas simples d'accès, en tout cas pas à forte valeur ajoutée, et redonner de la valeur, je parle un peu par enchantement, mais de la valeur à des métiers, de la valeur à nos salariés, ça fait beaucoup de sens. Moi, je ne pense pas du tout qu'on va détruire X% de nos emplois, enfin ça se transformera, il y aura des choses que vous voulez, mais on a besoin, et on le voit aujourd'hui, les solutions d'IA, ça ne fera pas tout. Mais en revanche, il faut vraiment qu'on les adapte. Et puis là, on parle beaucoup d'IA générative depuis 2 ans, mais c'est pas nouveau. Enfin, il y a des sociétés qui font du speech to text depuis longtemps, du deep. Donc, c'est pas le. Moi, je pense qu'il faut vraiment que, encore une fois, à tous les niveaux, que ce soit sur des conseils, des personnes qui travaillent sur du Excel ou des gestionnaires, se servir vraiment de ces solutions pour redonner du temps à l'intelligence, et là, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne ce soir, sur la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à nos clients, à nos partenaires, à nos prestataires. Sur ce sujet, et vraiment, l'alliance des deux, du digital et de l'humain, moi je ne crois pas du tout qu'on aura un remplacement total. Votre avis, François Miquet-Marty, avant d'aborder la conclusion tout ensemble et se tourner vers l'avenir? Sur le digital et l'intelligence artificielle, je crois qu'on est dans un moment très en amont. C'est-à-dire que les choses, vous le disiez très justement, hein, on a fait plusieurs tables rondes avec des dirigeants d'entreprise sur cette question-là, les choses ne sont pas encore au point, loin s'en faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut probablement une phase d'acculturation, de partage et de réflexion ensemble. C'est-à-dire il y a beaucoup de sujets sur lesquels il est difficile de décréter des choses. En revanche, il y a cette expérimentation, je pense que c'est l'un des mots qui revient le plus aujourd'hui à la tête des entreprises, l'idée d'expérimenter des choses. Et qui dit expérimenter veut dire expérimenter ensemble, peut-être avec des ateliers, peut-être avec des démarches d'appropriation, pour voir ce qui se passe et lever des inquiétudes. C'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on constate dans les enquêtes d'opinion, c'est que plus on utilise l'IA, alors je parle d'IA générative, et moins on est inquiet sur ses dérives potentielles. Bon. Donc il y a un effet d'acceptabilité qui progresse pour ce simple sujet-là. Je ne parle pas des métiers, des tâches, etc., qui sont un autre grand sujet, mais sur ce sujet-là, on a une capacité d'acceptabilité qui est un peu plus élevée que prévu. Alors, il nous reste 2 minutes pour nous tourner vers l'avenir. Ça passe très très vite. On n'a hélas pas pu aborder tous les sujets. Vous participez à transformer sans relâche vos entreprises dans ce contexte qui est mouvant, qui est difficile. Et en tant que dirigeant, vous avez également le devoir de préparer l'avenir. Et parce que vous êtes, comme tous les participants à ce gala, ceux qui sont les plus en proximité avec les clients, quelles seront les futures lignes de fracture à franchir grâce aux ponts et aux liens que vous aurez su mettre en place? Frédérica. Moi, je pense que dans ce contexte, les fractures, c'est plus en plus malheureusement grand et que par contre, on a des nouveaux moyens tant que la technologie qui vont nous aider. Mais il y a des principes qui ne changent pas et selon moi, c'est vraiment la capacité d'écouter. Et l'écouter à tous les niveaux, c'est écouter les clients, les écouter en vrai, mais les écouter à travers la technologie, la donnée, l'artificial intelligence. On sera capable, avec tout ce qu'on a à disposition, en fait, de faire aussi du predictive et d'être plus capable d'être proche à notre client. Donc, ça peut être aussi une grosse opportunité. Sébastien. Moi, dans les fractures qui m'inquiètent un peu plus d'un point de vue vision et égocentré sur notre domaine, c'est celle de la population des seniors, mais qui n'est pas liée au digital, mais plus au contexte. Nous, on vend de l'assurance santé donc pour les seniors, parce que tant qu'on est, comme tous ici en entreprise, une grosse partie est prise en charge par l'entreprise. Et on a un double problème, c'est que les seniors sont confrontés à tout ce que vous entendez tous, qui est le désert médical. Et à côté de ça, à une accélération des charges et une inflation des coûts, avec des coûts de mutuelles, pour ce qui me concerne, qui sont démentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un senior doit payer 2 000 à 3 000 euros par an de mutuelle. Qu'est-ce qui se passe en fait au final depuis quelques années? Et à côté de ça, les assureurs perdent de l'argent, ça personne ne comprend, on l'entend, mais ils perdent de l'argent sur ces risques-là.
qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? On se retrouve avec des seniors qui soit ne s'assurent plus, pour une partie d'entre eux, soit prennent des contrats qui sont moins bons en remboursement. Et moi, enfin, vraiment, on l'a vu en accélération depuis 2 ans dans nos gestions. Tout à l'heure, je parlais de l'empathie de nos conseillers qui devaient aller au-delà de leur métier. Quand on annonce des revalorisations de 10% de contrats 100 ans début d'année, des gens qui pleurent au téléphone. Et là, je ne suis pas en train de faire tomber dans le pathos, c'est des choses vraiment réelles. Donc, on a vraiment un devoir, de conseil, de prévention, etc. Et pour le coup, pour revenir aux nouvelles technologies, de se servir des nouvelles technologies-là pour mieux les conseiller, parce que ce phénomène-là, il va s'accentuer, malheureusement, il ne va pas se réduire. Et je vais faire comme vous, je ne veux pas parler de politique, mais ce n'est pas l'État qui va nous aider dans les prochaines années là-dessus. Donc, le devoir que l'on a, c'est de les conseiller de mieux en mieux, avec des outils, avec la mise en place de réseaux de soins pour les orienter vers des professionnels qui vont leur coûter moins cher, des simulateurs de reste à charge, remboursement, je ne vais pas entrer dans les détails, mais de toutes ces nouvelles technologies pour aider cette population qui est compliquée, qui a vraiment cette fracture-là, à, entre guillemets, être le moins touchée possible. 30 secondes, je suis désolé. 30 On secondes, est déjà à 2 minutes 19. 30 secondes, ça fait 3 choses. Une conclusion en mode d'espoir. En mode d'espoir. S'il vous plaît. 3 choses. D'abord, le récit, parce que souvent, on a des gens qui sont un peu perdus. Paul Ricoeur disait, pour avancer, pour faire ensemble, il faut un récit. Donc, je crois, récit d'entreprise, d'où on vient, où on va. Je crois que c'est fondamental. Deuxième chose, faire ensemble, réfléchir ensemble. Quand on est un peu perdu, c'est très important de pouvoir se mettre autour d'une table et de se dire, mettre les choses et se dire comment on peut. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai c'est avec les partenaires, c'est vrai avec l'extérieur, etc., avec les clients a fortiori. Et troisième chose, le dîner. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, je vous en prie, c'est par là-bas.